Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on vous l'a promis, on a commencé à instituer ça le mois dernier. On vous fait des FAQ thématiques. Alors le principe il est simple, vous nous posez des questions sur notre compte Instagram @skridlergargouille si vous ne nous suivez pas encore dessus. Et ensuite on répond. Là en l'occurrence le thème que vous avez choisi pour la vidéo FAQ de ce mois, c'est le thème évidemment des Animaux Fantastiques 3, le prochain film de la Warner Bros. À l'intérieur de la saga du Wizarding World. Donc vous avez été très nombreux à nous poser beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre du mieux que l'on peut. On va pas répondre à toutes les questions parce que c'est vrai qu'on en a eu beaucoup et certaines se recoupaient les unes les autres, mais voilà, si vous avez encore plein d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les mettre en commentaire et évidemment on y répondra par écrit sans difficulté. Donc c'est parti, on va tout de suite prendre une première question. Et alors la toute première question à laquelle on va répondre, c'est la question de la valise fantastique qui nous demande: qu'attendez-vous de voir dans ce film? Alors qu'est-ce qu'on attend de voir dans ce film? Tout d'abord, ce qu'on attend de voir, c'est du rêve, parce que c'est vrai que après plus de 2 ans de crise Covid, quand le film sortira, ce sera en juillet 2022, c'est vrai qu'on a très hâte en fait de pouvoir recommencer à rêver, de commencer aussi à découvrir de nouvelles parcelles de Wizarding World, puisque cet opus nous promet de nous emmener à la fois en Allemagne et au Brésil, qui sont pour l'instant des terrains qui n'ont jamais été investis par J.K. Rowling dans Harry Potter ou même dans les Animaux Fantastiques. Donc voilà, ce qu'on attend surtout, c'est de pouvoir découvrir déjà de nouveaux univers, de recommencer un petit peu à rêver 4 ans après la sortie des Crimes de Grindelwald. Et évidemment, ce qu'on attend aussi beaucoup, c'est d'avoir des réponses aux très nombreuses questions que les Crimes de Grindelwald ont soulevées. Quelle était la relation exacte entre Dumbledore et Grindelwald? La question aussi de savoir évidemment qui est Aurelius Dumbledore, qui là aussi est un point central des Crimes de Grindelwald et qui forcément nous intéresse beaucoup parce que de cela va dépendre certainement beaucoup de choses de l'histoire que nous avons tous connue dans Harry Potter, et peut-être qu'on va continuer effectivement encore découvrir beaucoup de choses sur ce personnage, sur son histoire et même sur l'histoire de Dumbledore, et évidemment tout ceci peut influencer la perception que nous avons de la saga Harry Potter. Donc ça pour nous c'est vraiment un truc important. Il y a aussi évidemment le personnage de Queenie Goldstein. Alors on vous a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet, justement sur ce personnage là, où on vous exposait un peu toutes les questions qu'on se posait sur le pourquoi du comment elle a rejoint Grindelwald, comment est-ce qu'elle va revenir, donc est-ce que les Animaux Fantastiques 3 vont nous apporter éventuellement le retour de Queenie Goldstein, ou au contraire est-ce qu'elle va prendre une place prépondérante et beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait auparavant auprès de ses amis et notamment auprès de sa sœur, et que là elle va pouvoir vraiment exister au travers de son pouvoir de Legilimens auprès de Grindelwald. Là aussi c'est une véritable question à laquelle on a vraiment hâte d'avoir un certain nombre de réponses. On est aussi très dans l'attente de pouvoir voir effectivement encore plus Dumbledore se développer son personnage. Il est magnifiquement bien interprété par Jude Law et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de voir à l'écran. On veut aussi continuer à découvrir des créatures magiques, des sortilèges dont on n'avait pas idée, comme on a pu les découvrir aussi dans les Crimes de Grindelwald. Bref, voilà, on a vraiment envie de découvrir à peu près toutes les questions, toutes les réponses aux questions qu'on se posait dans les Crimes de Grindelwald, mais aussi de découvrir des ambiances qui forcément vont être différentes, des lieux qui vont être différents, et une histoire qui va certainement être passionnante, qui devrait probablement tourner autour de la question du pacte de sang commis entre Dumbledore et Grindelwald, et sur la manière dont les héros des Animaux Fantastiques vont réussir ou pas à détruire ce pacte du sang. Vraiment on a des tas d'attentes, et en tout cas c'est vrai que peut-être notre plus grosse attente, et c'est certainement le cas de très nombreux fans, c'est de savoir la réalité sur l'identité de Croyance Belbos, alias Aurelius Dumbledore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mensonge de Grindelwald pour le manipuler, pour en faire une arme à destination de Dumbledore, puisque aucun des deux ne peut s'affronter pour le moment directement en raison du pacte du sang? Est-ce que Aurelius Dumbledore serait pas l'arme propice effectivement pour éradiquer Albus Dumbledore? On peut imaginer aussi qu'il y ait ça dans la tête de Grindelwald. Il y a vraiment tout un tas de choses. On vous a fait d'ailleurs aussi une vidéo sur la généalogie des Dumbledore, on va vous la remettre là en fiche tout en haut de l'écran pour que vous puissiez la regarder. On essaye
de trouver une explication en réalité à la présence d'Aurelius Dumbledore dans la généalogie des Dumbledore, ce qui pour l'instant est quand même assez compliqué. Donc voilà, grosso modo, ça c'est notre plus grosse attente, mais après vraiment aussi ce dont on a juste envie, c'est de rêver, de continuer à rêver, parce que cette saga fabrique un univers vraiment très étendu qu'on ne voyait pas nécessairement dans Harry Potter, et là pour le coup c'est vrai que découvrir encore après la France et après les États-Unis, de nouveaux sorciers venus du monde entier, c'est vraiment l'un des très très gros atouts de cette saga, donc c'est l'un de nos gros points d'attente, ça c'est certain. Alors, deuxième question qu'on nous pose, et c'est Chamartel qui nous la pose, l'État est-elle vraiment morte selon vous? Alors ça, c'est une véritable question à laquelle on n'a pas franchement la réponse, on a des théories, et donc on va essayer de vous en parler un petit peu. Alors on avait déjà fait une vidéo sur le personnage de Lethal Lestrange, que vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube dans la playlist Les Animaux Fantastiques 3, et qu'on va remettre en fiche dans cette vidéo. On a un doute sur le fait qu'elle soit morte. Pourquoi ? Parce que J.K. Rowling a inventé en Lethal Lestrange un personnage absolument incroyable, très pertinent, avec une carrure, même un charisme assez phénoménal, et Zoé Kravitz l'interprète vraiment à la perfection. L'histoire de Lethal Lestrange, elle est difficile, elle est très complexe, elle est violente, elle a connu des choses désastreuses dans sa vie. Et on trouve quand même ça un peu dommage peut-être de la faire disparaître pour ne plus jamais la revoir. Alors, effectivement, si on regarde les images dans Les Crimes de Grindelwald, on voit que effectivement, elle meurt quasiment de la même manière que ceux qui essayent d'aller à l'encontre du Protego Diabolica, c'est vrai, mais il y a eu une relation quand même entre elle et Grindelwald qui s'est instituée au détour d'une conversation, ce qui n'a pas été le cas avec les autres victimes, qui étaient certes moins importantes dans le récit, évidemment, qu'une Leta Lestrange. Mais voilà, on sait que Grindelwald perçoit en Leta finalement quelqu'un qui pourrait rejoindre ses intérêts, ou tout du moins le servir, ce que Lethal Lestrange se refuse à faire pour tout un tas de raisons très nobles pour le coup. Mais est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce que Grindelwald préfère la détenir en captivité finalement pour à un moment donné avoir un point de pression vis-à-vis des frères Dragono, puisque les deux frères Dragono et Lethal Lestrange forment un assez étrange finalement triangle amoureux, où Leta a été l'amour de jeunesse pendant longtemps vraisemblablement de Norbert, et est désormais fiancé à son frère Théséus. Donc c'est vrai que là-dessus on a encore beaucoup de questions. Ça nous semble quand même un petit peu dommage que Zoé Kravitz ne continue pas dans Les Animaux Fantastiques 3. Alors après, elle n'a pas été annoncée au casting, mais ça, il n'y a rien d'étonnant, ça peut être gardé comme une très grosse surprise et qu'on pourrait découvrir au moment de la diffusion du film. C'est une habitude de la Warner Bros, qui par exemple n'avait pas du tout communiqué sur le fait que Johnny Depp avait accepté de jouer le personnage de Grindelwald et qu'il apparaîtrait dans le premier volet des Animaux Fantastiques. On l'a découvert vraiment à la toute fin. C'était un peu la surprise du chef. Donc voilà, la Warner est assez coutumière du fait, donc c'est tout à fait possible que l'État soit encore en vie. Maintenant, après, il est tout à fait possible aussi que J.K. Rowling ait décidé de la faire mourir pour provoquer un électrochoc chez les Dragono, chez Norbert et Théséus, et que cet électrochoc va effectivement un peu modifier la manière dont ils abordent l'aventure et la guerre qu'ils vont devoir mener contre Grindelwald. Et c'était peut-être aussi le moyen de rapprocher deux frères qui s'étaient un peu éloignés pour évidemment la raison Lethal Lestrange, mais aussi pour des raisons qui, je pense, leur sont plus personnelles. Donc du coup, voilà, là-dessus, il y a vraiment tout un tas de théories qu'on peut faire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a eu aucune information de la présence de Zoé Kravitz sur le tournage. Il n'y a rien qui est sorti dans la presse, mais là aussi, il n'y a absolument rien d'étonnant. Cependant, il y avait juste eu, effectivement, dans Variety, un journaliste, et on en parle dans la vidéo qu'on avait consacrée à ce personnage, qui avait dit que effectivement, elle était un peu occupée dans son agenda du temps entre quelque part le tournage de Batman et le tournage des Animaux Fantastiques 3. Alors, ceci dit, là où ça peut être intéressant, c'est que le tournage de Batman se passe en très grande partie à Londres et surtout, principalement, dans les studios de Leavesden, sur les plateaux de tournage qui sont vraiment totalement mitoyens de ceux des Animaux Fantastiques 3. Ce qui fait qu'on sait que Zoé Kravitz est à Leavesden, qu'elle tourne des scènes, mais finalement, on ne peut pas savoir exactement pour quel film. Est-ce qu'elle est sur Batman? Est-ce qu'elle est sur les Animaux Fantastiques 3? Ça, c'est une véritable question à laquelle, pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse et véritablement aucune rumeur. Donc, pour l'instant, l'état actuel des choses, oui, elle est morte, mais point d'interrogation, est-ce qu'elle est vraiment morte? Là-dessus, on n'a pas de réponse. Nous, on
penche plutôt sur le fait qu'elle serait morte, et en même temps on a envie de se dire que ce personnage a encore beaucoup de choses à apporter, parce que encore une fois l'interprétation de Zoé Kravitz est tellement formidable qu'on se dit que c'est dommage en fait de se passer d'un talent pareil pour les prochains volets des Animaux Fantastiques. Mais bon, en même temps c'est ce qui s'est passé avec Colin Farrell, qui lui aussi est un excellent acteur, qui a été présent juste le temps du premier épisode pour ensuite ne plus le revoir. Donc effectivement ça peut être une possibilité que l'État soit malheureusement morte, mais ce serait quand même dommage, parce que c'était vraiment un personnage où on perçoit que J.K. Rowling a vraiment voulu y mettre beaucoup de sens, beaucoup de profondeur, et que voilà, sur ce genre de personnage, c'est forcément des gens qu'on a envie de retrouver tout au long de la saga, et qui sont même beaucoup plus marquants par exemple qu'une Tina Goldstein. Donc vraiment là-dessus il y aurait un intérêt à la garder. Maintenant, après, est-ce que ça va être le choix créatif de J.K. Rowling? Pour l'instant impossible de le savoir, et on devrait être fixé seulement malheureusement en juillet 2022, sauf si des fois une bonne annonce arrivait d'ici là 7 ans, et qu'on puisse évidemment y voir dedans le personnage de l'État, mais ça reste quand même vraiment du domaine de la fiction, et très probable. Donc voilà pour notre réponse à ta question. Alors, troisième question qu'on va répondre, qui nous a été envoyée par Dafslit, c'est: comment voyez-vous l'atmosphère que pourrait avoir le film par rapport aux deux autres? Et c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est vrai que depuis le début de la saga des Animaux Fantastiques, il y a toujours eu une volonté assez claire des équipes créatives et de J.K. Rowling de nous faire voyager dans des univers qui sont totalement différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en fonction du pays où se situe l'action. Par exemple, on a été habitué dans Harry Potter au monde de la magie britannique, avec effectivement une certaine liberté, c'était finalement assez cool, des lois qui permettent de se marier avec des moldus, d'avoir des enfants avec des moldus. Bon, ça posait pas de difficultés, alors qu'on a découvert effectivement dans le premier volet des Animaux Fantastiques que les lois américaines, donc les lois de Rappaport, qui sont régies par le MACUSA, le Congrès magique des États-Unis d'Amérique, font en sorte que effectivement le secret autour des sorciers est total, et par exemple qu'un sorcier ne peut pas épouser un moldu ou même entretenir de relations avec un moldu en donnant évidemment les clés de ses secrets magiques. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, et là-dessus on avait une ambiance qui était d'ailleurs assez historiquement juste, et finalement qui parlait de beaucoup de choses, puisque aux États-Unis, on vous a déjà fait une vidéo sur la création du MACUSA. C'est vrai qu'il y a eu toute une grande période de puritanisme, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, avec l'affaire notamment des sorcières de Salem, et puis le fait que tout ce qui touchait de près ou de loin à quelque chose qui s'éloignait de la religion était perçu véritablement comme un danger. C'était aussi une période très spécifique où on était dans les prémices finalement de ce qui allait devenir un peu plus tard la Seconde Guerre mondiale, et en même temps on était dans une période aussi où les États-Unis voyaient grandir le bloc de l'Union soviétique, puisque le premier Animaux Fantastiques se déroule à peu près en 1926-1927, et que c'est vrai qu'à cette période-là il y avait une très grande paranoïa aux États-Unis sur justement les espions soviétiques, la manière dont ils pouvaient infiltrer le système. Enfin, ça commençait vraiment déjà à beaucoup parler. Cette ambiance historique finalement dans le monde réel a quand même influencé certainement J.K. Rowling sur sa manière de percevoir le monde des sorciers d'Amérique du Nord, et ça a été plutôt bien fait. Et là-dessus, franchement, vraiment, on a été assez conquis. Pour ce qui est des crimes de Grindelwald, on a voyagé donc pour la première fois en France, et on a découvert le ministère des Affaires magiques de la France, même si on n'est pas passé malheureusement par Beauxbatons, ce qui était à titre personnel pour nous un petit regret. On a pu voir effectivement que les sorciers de France ne sont pas exactement les mêmes que les sorciers de Grande-Bretagne, puisqu'il y a une logique qui semble apparaître, même si elle n'est pas forcément flagrante. Il y a une petite logique quand même autour du fait que, voilà, en France, on a des très vieilles familles de sorciers, la famille Lestrange avec un caveau absolument monumental, où on peut même tenir meeting pour Grindelwald. Voilà, des familles qui ont l'air quand même plutôt d'être sang pur qu'autre chose, et voilà, avec là aussi un esthétisme, une apparence, alors qui est très fantasmé, puisque voilà, pour les Américains, et y compris pour tous les autres peuples de la planète, vivre à Paris, par exemple, c'est vivre dans Emily in Paris, le petit croissant de matin, quand on se lève, on descend au petit café du coin, on achète la baguette, on porte un béret, et puis le soir on se boit un verre de vin rouge. Enfin, ils sont très dans cette logique-là. Paraît-il qu'on est des fans de mode, qu'on s'habille tous très bien, et que quand on vient à Paris, il faut être sur son 31. Et ce cliché un peu
français est franchement ressenti beaucoup dans les crimes de Grindelwald. On voit un ministère des Affaires magiques de la France absolument somptueux, avec des fresques incroyables, des verrières qui font passer aux verrières du Grand Palais du Collège de France, où il y a tout un tas d'illustrations. Enfin, vraiment, il y a eu un très très gros travail de recherche. Pareil sur la place cachée, qui est un espèce de mix parfait des bâtiments haussmanniens qu'on peut voir à Paris, qui est donc l'équivalent du chemin de traverse. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu une atmosphère, un peu d'esthétisme et en même temps un peu de suprématie française, parce que c'est vrai qu'on est un peuple quand même très très arrogant, et on le voit notamment dans l'accueil qui est fait par la secrétaire du ministère des Affaires magiques de la France à cette pauvre Queenie Goldstein, dans cette ville à la fois froide et à la fois en même temps monumentalement belle. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère qui était assez étonnante. Et là aussi, les détails historiques dans le monde réel ont forcément eu une influence sur la manière dont J.K. Rowling a pensé son film en la matière, puisque c'est vrai que là, pour le coup, on est dans les années 1907-1929. Donc là, on sait que ça commence à aller très très mal avec l'Allemagne. Hitler n'est pas encore au pouvoir, mais on sait que il y a des grosses problématiques suite à l'adoption du traité de Versailles qui se pose, et que le nationalisme en Allemagne ne fait véritablement que se renforcer. Et donc c'est à partir finalement de ce moment-là qu'on voit qu'en France les choses sont quand même un peu compliquées, et que c'est une société qui là aussi vit un peu dans une paranoïa, avec une image quand même assez sombre et surtout de très grands dangers qui se profilent, puisque Grindelwald semble avoir quand même une très bonne écoute dans la communauté des sorciers de France. Alors du coup, on revient à ta question sur l'atmosphère qu'on pourrait avoir pour le troisième film. Alors là, c'est un peu le truc qui est difficile à répondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas exactement la temporalité dans laquelle va se dérouler Les Animaux Fantastiques 3. Est-ce qu'on va être dans la poursuite, donc là on va être dans les années 1929-1930, ou est-ce qu'on va faire un petit bond de 4-5 ans pour arriver à l'année fatidique de 1933, qui est l'élection d'Hitler à la chancellerie allemande et son accession au pouvoir, auquel cas ça va changer un peu les choses. Parce qu'on sait que pour Les Animaux Fantastiques 3, on ira en Allemagne. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées vraisemblablement dans des décors qui font penser à Berlin. Il y aura quelques scènes qui seront également tournées au Brésil. Alors pour le Brésil, évidemment, on imagine des couleurs chaudes, on imagine quelque chose de très exotique, mais également une magie très ancienne, peut-être qui va s'appuyer sur la mythologie inca, maya. C'est tout à fait quelque chose de possible, et de s'appuyer vraiment sur les croyances sud-américaines. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, mais on imagine effectivement un monde assez coloré, assez propice aussi, pourquoi pas, un peu à la décontraction, à la fête, ce qui pourrait rajouter une petite dimension peut-être un peu plus légère que ne l'étaient les crimes de Grindelwald. Par contre, pour ce qui concerne l'Allemagne, évidemment, ça va être un autre sujet, parce que dans cette année-là, en tout cas dans ces années-là, l'Allemagne était un pays qui était devenu extrêmement pauvre, qui était très affaibli, encore une fois, par le traité de Versailles, on savait que le nationalisme montait, on savait que il y avait des très grosses problématiques politiques qui se posaient entre les citoyens allemands et leur représentation, puis la manière dont ils percevaient leurs pseudo-alliés, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, dans un contexte de post-Première Guerre mondiale qui a été absolument dévastateur pour tout le continent européen. Donc on peut s'imaginer qu'on va pas être dans une ville qui sera très chatoyante. Berlin n'a jamais été une ville de toute façon très très chatoyante, mais voilà, en fonction de la temporalité, c'est vrai que ça peut changer. Est-ce qu'il y aura des éléments, par exemple, de la communication graphique, par exemple des nazis? Est-ce qu'on verra le drapeau nazi ou ce genre de choses? Pour l'instant, on ne sait pas exactement, compte tenu du fait que la temporalité n'a pas encore été définie, mais c'est tout à fait probable effectivement qu'on fasse un petit saut dans le temps et qu'on se retrouve au début des années 1930, puisque de toute façon l'affrontement entre Grindelwald et Dumbledore doit prendre part en 1945, donc forcément à un moment donné il va falloir avancer quand même dans le temps, et on ne peut pas rester coincé à la fin des années 1920, donc il y a de fortes probabilités pour qu'effectivement on débarque en pleine Allemagne nazie. Et là pour le coup, l'ambiance évidemment ne va pas être bonne, puisque d'un côté on va avoir un nationalisme exacerbé, et de l'autre côté les sorciers qui vont devoir, dans ce monde-là et dans ce nouveau monde qui se dessine au début des années 30, trouver leur place, et surtout et faire en sorte de limiter la casse avec les troupes de Grindelwald. Donc du coup c'est vrai que sur l'atmosphère du film, c'est une atmosphère qui peut certainement offrir au départ une petite dose de légèreté, mais qui se terminera, et ça il y a peu de doute là-dessus, sur un très gros cliffhanger comme on l'a connu pour la fin des crimes de Grindelwald, et dans une atmosphère qui sera forcément morose, et en tout cas difficile, puisque ce n'est pas une saga qui va comporter, on va dire, beaucoup de moments très heureux,
Et il n'y en a pas eu beaucoup dans Les Crimes de Grindelwald. Il y avait un petit peu plus de magie, effectivement, dans Les Animaux Fantastiques, le premier volet. Mais voilà, on peut s'attendre effectivement que là, on rentre dans le vif du sujet et que ça devienne de plus en plus dark, même si on sait par exemple que Mads Mikkelsen n'apparaîtrait pas vraisemblablement aux côtés des différents héros des Animaux Fantastiques, puisqu'il a tourné des scènes, on le sait, à Lievesden, mais qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit par exemple l'actrice de Tina Goldstein ou d'Albus Dumbledore ou encore de Norbert Dragono, vraisemblablement n'ont pas tourné avec Mads Mikkelsen. C'est ce qu'ils ont déclaré à la presse. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, on n'a pas la réponse, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on aura certainement une représentation quand même assez sombre de ces années-là en Allemagne, où évidemment il n'y avait pas beaucoup de raisons de se réjouir. Donc voilà pour répondre à ta question sur l'atmosphère. Encore merci pour cette question-là, elle était vraiment très intéressante. Alors, nouvelle question que vous nous avez posée, et plus particulièrement Sango Kukaji, qui nous a interrogé sur on ne saurait pas quand est-ce qu'on aura la date du premier trailer. Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Alors là-dessus, on va essayer de vous faire un petit point. À la base, le film était prévu pour sortir en décembre 2021. Seulement, problème Covid, ensuite problème Mads Mikkelsen avec le départ de Johnny Depp, etc. Et restoppage en fait du tournage des Animaux Fantastiques 3. Bref, tout ça a fait prendre beaucoup de retard au film. Alors là, on sait que le film est quasiment terminé, si ce n'est terminé au moment où on écrit cette vidéo. Seulement, après, vous avez tout un travail derrière, qui va être un travail de post-production. On va d'abord falloir faire un premier montage du film. Ensuite, probablement refaire ce qu'on appelle dans le milieu cinématographique des reshoots, c'est-à-dire re-shooter en fait toutes les scènes qui soit sont mal jouées, soit répondent pas forcément au cahier des charges que Rowling a fixé, soit parce que le réalisateur veut rajouter éventuellement une ou deux scènes pour connecter deux actions distinctes. Donc là-dessus, c'est un processus qui va durer encore 4 ou 5 mois entre le premier montage, les reshoots et le deuxième montage, avant que effectivement on commence à avoir une bonne idée de la tête à laquelle va pouvoir ressembler le film. Donc dans cette période-là, on a aussi toutes les équipes qui sont dédiées aux effets spéciaux, à la 3D, qui sont en train de fabriquer tous les effets pour faire ressortir le côté magique des Crimes de Grindelwald, en ajoutant évidemment les sortilèges, etc. On ne vous fait pas un dessin, vous avez une suffisamment bonne idée de la charge monumentale de travail qu'il peut y avoir sur un tel film en termes d'effets spéciaux. Finalement, c'est pas le tournage qui prend le plus de temps, c'est toujours la post-production. Ensuite, il faut mixer tout ça avec la musique, etc. Enfin, il y a vraiment tout un travail vraiment gigantesque à mettre en place. Alors, généralement, il arrive que pour des très gros films qu'on attend, on ait en toute première partie en fait un teaser qui puisse sortir. Alors nous, ce teaser, on le voit bien sortir aux alentours du mois de juin ou juillet, c'est-à-dire vraiment un an avant la sortie du film, et ensuite on aurait quelques mois plus tard, probablement au moment de Noël, où il y a normalement dans un temps sans Covid de très grosses productions qui sortent au cinéma, où là on est carrément la première bande-annonce qui puisse sortir, et enfin une dernière bande-annonce au mois de mars, donc comme ça fait teaser bande-annonce 1, bande-annonce 2, donc bande-annonce 2 en mars, pour ensuite avoir la diffusion au mois de juillet. Généralement c'est à peu près là-dessus que se calent les équipes. Seulement, nous sommes dans une période, évidemment, le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot, il est très peu probable que le Covid-19 disparaisse du jour au lendemain, et on en a encore pour un sacré paquet de temps. Alors, est-ce que on voit bien aujourd'hui que quand on sort un film, on se pose la première des questions, est-ce qu'on va pouvoir sortir le film au cinéma ? La réponse, elle est compliquée aujourd'hui à donner, puisque certains films, comme Black Widow de Marvel ou encore Avatar, ont été décalés parce qu'on sait très bien que de toute façon, ils ne sortiront pas au cinéma, ni au mois de mai, ni au mois de décembre cette année, pour la simple et bonne raison que l'épidémie ne va pas s'arrêter comme ça et que les mesures sanitaires vont continuer à courir très probablement encore pour plusieurs mois. Donc, à partir de ce moment-là, ne pas sortir un film au cinéma, c'est toujours un choix quand même qui est compliqué pour le studio, parce que ça les embarque dans l'aventure de la mise en place sur le streaming, qui rapporte forcément moins d'argent que quand un film sort au cinéma. Donc le pari n'est pas nécessairement adapté à des productions à très gros budget, comme les Animaux Fantastiques, qui peuvent avoir un budget dépassant les 200 millions de dollars juste pour le tournage, et ensuite avec des budgets marketing qui sont quand même très importants. Donc le choix de la Warner de le décaler au 15 juillet 2022 et répondait évidemment à cette problématique-là qui était très particulière de essayer de sécuriser quand même au maximum la sortie du film en salle.
Mais généralement, évidemment, quand on diffuse la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, même si les 3/4 d'entre nous voient ça en premier sur les chaînes YouTube ou sur Internet, sur Twitter et compagnie, la réalité, c'est que une bande-annonce, elle est faite, elle aussi, pour sortir au cinéma. Et pour sortir une bande-annonce au cinéma du calibre de celle des Animaux Fantastiques 3, autant vous dire qu'il faut l'adosser quand même à une très grosse production où le public est susceptible d'être intéressé aussi par le film de J.K. Rowling. Donc là-dessus, c'est vrai que généralement le créneau pour les films jeunesse et grand public, c'est plutôt soit des créneaux estivaux, soit des créneaux des périodes de Noël, et que a priori, si on peut imaginer avoir un premier teaser peut-être au mois de juin ou juillet cette année, il faudra attendre effectivement certainement Noël pour avoir une première bande-annonce qui nous mettra forcément l'eau à la bouche pour découvrir les Animaux Fantastiques 3. Donc pour l'instant, il va falloir encore attendre un bon petit moment, ça va pas être pour tout de suite, mais une fois évidemment que le teaser sera sorti, vous pouvez être sûr que dans les 2 heures qui suivent, vous avez une vidéo du cri de la gargouille pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a perçu et notre réaction évidemment sur ce teaser. Mais avant ça, en tout cas, il y aura déjà une première étape qui sera de connaître le titre de ce 3e opus, puisque actuellement il est toujours intitulé Fantastic Beasts numéro 3, et nous n'avons aucune information, sachant que le dernier s'appelait Les Crimes de Grindelwald. On sait très bien que là on va avoir un titre, mais qui probablement nous donnera une bonne indication de la manière dont J.K. Rowling aura orienté ce 3e volet. Mais de tout ça, évidemment, nous vous en reparlons dès qu'on a une information. Vous savez qu'on est très branché sur l'actualité du Wizarding World, et que forcément, dès qu'il y a un teaser qui sort ou dès qu'on a le titre, on vous en parlera. Et donc, nouvelle question, cette fois-ci de Did-LFT. Est-il vrai que si ce 3e opus ne rapporte pas beaucoup d'argent, alors il n'y en aura que 3 et non 5 ? Eh bien, la réponse est absolument non. Il y aura bien 5 films, ça a bien été précisé au contrat. Pour reprendre l'affaire, au tout début, quand J.K. Rowling a annoncé en 2015 qu'elle travaillait sur une nouvelle saga inspirée du Wizarding World, elle avait annoncé effectivement une trilogie de 3 films. Logique. Ensuite, au fur et à mesure du temps, quand elle a développé son récit, quand elle a préparé la trame, elle a décidé de le faire en 5 épisodes, ce que la Warner a accepté, et le contrat a donc été signé pour 5 épisodes des Animaux Fantastiques diffusés au cinéma. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, et c'est pas nouveau, ça date de la parution de Harry Potter, il y a beaucoup de gens qui jalousent véritablement le succès de J.K. Rowling, et qui donc considèrent qu'au final, J.K. Rowling, voilà, qu'elle réussisse, ça les dérange un petit peu, ils aiment pas vraiment ça, et donc ils préfèrent effectivement critiquer sans véritablement savoir ce que c'est. Quand Les Crimes de Grindelwald sont sortis, c'est vrai que le film a un petit peu moins bien marché que le premier opus, mais dans un contexte où il y avait aussi un petit peu plus de concurrence, le film est sorti un petit peu plus tard. Bon, voilà, il y avait tout un tas de raisons, et puis il y a toujours de toute façon une déperdition dans les sagas entre le premier opus et le second opus. Ça, c'est le temps évidemment que la saga se rôde, puisqu'on n'est pas sur une saga avec Harry Potter, ou avec Hermione, ou avec Ron, ou avec d'autres personnages, donc il fallait le temps que ça se rôde un petit peu, mais le film a néanmoins fait de très très bons résultats, puisqu'il a dépassé quand même d'assez loin son budget de production, qui a été multiplié par 3 juste avec les recettes de cinéma, auquel il faut rajouter évidemment tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire les pièces de collection, les objets dérivés, les diffusion à la télévision, les Blu-ray, les DVD, etc., etc. Donc tout ça, au final, fait que le film a rapporté plus d'$1 milliard, largement plus d'$1 milliard à la Warner Bros., qui reste quand même quelque chose de très compétitif et finalement d'assez rare dans le milieu du cinéma actuellement. Donc la franchise est très forte économiquement. L'attente, elle est monstrueuse, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on annonce des constructions supplémentaires dans les parcs d'attractions, les jeux vidéo, qu'on développe Harry Potter et l'Enfant Maudit dans différents pays en termes de pièces de théâtre, qu'on nous précise qu'il y aura peut-être un jour une série basée sur le Wizarding World sur la plateforme de streaming d'HBO Max, qui est la plateforme de streaming de la Warner. Donc non, il y a véritablement une véritable capitalisation quand même sur le Wizarding World, qui est la franchise la plus forte actuellement avec DC de la Warner Bros. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'il en reste depuis le rachat par Disney de la Fox.
les 3/4 des franchises aujourd'hui appartiennent à Disney, et donc la Warner aujourd'hui n'a plus grand chose mis à part DC qui fonctionne de temps en temps et Harry Potter, donc évidemment la franchise est très solide économiquement, il n'y a aucune difficulté, et les Animaux Fantastiques iront jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'au terme du 5e film, et non pas s'arrêter en cours de route avec 3 films. Ça c'est absolument hors de question, et ce n'est pas du tout prévu, puisqu'en plus il y a des contrats, et que dénoncer des contrats dans ce milieu coûte extrêmement cher. On le voit bien par exemple avec Johnny Depp, qu'ils ont gentiment mis à la porte, mais qu'ils ont été obligés de payer comme s'il avait tourné dans le film, c'est-à-dire des millions de dollars. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de danger de voir la série s'arrêter, c'est pareil, non, les Animaux Fantastiques 3 ne se termineront pas en série télévisée, ça on l'a beaucoup entendu depuis que le lobby d'extrémistes a attaqué J.K. Rowling après ses propos prétendument choquants sur la question des personnes transsexuelles, alors que personne n'a vraiment voulu comprendre ce qu'expliquait J.K. Rowling. Donc elle a été très attaquée là-dessus, donc évidemment tout le monde s'est défoulé sur les Animaux Fantastiques 3 en disant bah oui, mais de toute façon aller le voir c'est soutenir un auteur transphobe, etc. Enfin bon, tous ces gens-là feraient mieux de s'occuper un petit peu de leur petite vie, peut-être de faire un peu plus pour les autres, parce que J.K. Rowling, elle, qu'on critique beaucoup, elle donne des millions de livres sterling à ses œuvres de bienfaisance chaque année, et de ça, je ne pense pas que ces gens-là en soient capables, et donc lui taper dessus n'était vraiment pas nécessaire. Mais non, bien évidemment, les Animaux Fantastiques, ils iront au terme jusqu'au 5e film, il n'y a pas de difficulté là-dessus, l'histoire elle a été développée pour 5 films, donc ils ne peuvent pas la ramener à 3, et donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir en la matière. Il y aura bien donc les 5 films des Animaux Fantastiques. Le 4e devrait rentrer normalement en pré-production, certainement à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, donc ce qui fait qu'il devrait pouvoir arriver en 2023 ou 2024 sur nos écrans, mais en tout cas pas d'inquiétude là-dessus, évidemment, ce sera 5 films et on en est très heureux. Alors, autre question de Chamartel qui nous a posé pas mal de questions et dont beaucoup de pertinentes. Notre avis sur Aurelius Dumbledore. Alors ça, on y a déjà répondu dans une précédente vidéo qu'on va vous remettre dans cette vidéo ou peut-être dans la barre d'infos, on va voir, où on vous précisait que effectivement la généalogie des Dumbledore aujourd'hui ne permettait pas, en l'état actuel de nos connaissances et de ce que nous avions pu apprendre dans Harry Potter et les Reliques de la Mort au travers du livre écrit par Rita Skeeter et largement inspiré de ce qu'avait pu lui raconter Bathilda Tour de Sac, l'historienne de la magie. Aujourd'hui, Aurelius n'a pas sa place dans la généalogie des Dumbledore, c'est très compliqué de l'imaginer. En tout cas, pas en tant que frère ou proche d'Albus Dumbledore pour le moment. Cependant, il est vrai que on ne sait pas tout et que J.K. Rowling a probablement prévu quelques pirouettes artistiques. Alors on peut imaginer tout un tas de choses. Peut-être qu'Aurelius Dumbledore est un cousin de Dumbledore, peut-être même qu'il est un demi-frère, c'est tout à fait possible. Ou alors il y a aussi la possibilité que Aurelius Dumbledore en réalité n'ait strictement rien à voir, et on en parlait au début de cette vidéo, avec la généalogie des Dumbledore, et qu'il ne soit qu'une arme utilisée par Grindelwald pour attaquer Albus Dumbledore, sachant que Grindelwald ne peut pas l'attaquer lui-même à cause du pacte du sang. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi que là-dessus, il y ait eu une instrumentalisation monumentale engendrée par Grindelwald à l'encontre de croyances Belbos, dont on ne connaît toujours pas l'identité, mais dont on pourrait évidemment la découvrir. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous étonnent. On sait que la magie chez les Dumbledore est très puissante, en l'occurrence la magie chez Aurelius Dumbledore semble excessivement puissante à partir du moment où il réussit à la canaliser, à l'utiliser. Enfin, il faut quand même se souvenir qu'à la fin, il explose carrément une montagne avec sa nouvelle baguette. Donc là-dessus, il y a un petit point, il est capable de tuer juste avec son Obscurus, enfin, il y a tout un tas de choses, et puis surtout, le point d'interrogation, c'est la présence du Phénix. Alors là aussi, est-ce que c'est une pirouette de Grindelwald pour le manipuler et lui faire croire effectivement qu'il est un Dumbledore? C'est possible. En tout cas, ça nous met la puce à l'oreille, puisque dans une scène coupée qui n'a pas été diffusée au cinéma, on apprend justement le lien entre la famille Dumbledore et le Phénix au travers d'une déclaration faite par Jude Law, donc alias Albus Dumbledore à Norbert Dragono. Donc là-dessus, on peut vraiment effectivement se poser la question de savoir est-ce que tout ça est une vaste comédie organisée par Grindelwald ou est-ce que c'est la réalité. Là-dessus, on a vraiment des gros points d'interrogation. C'était un peu le cliffhanger de fin des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, auxquels on ne s'attendait pas. Donc pour l'instant, c'est vrai que malgré de
grosse recherche généalogique, on a vraiment fouillé dans absolument tout ce que J.K. Rowling avait pu déclarer au sujet de Dumbledore, etc. Pour l'instant, on n'a rien trouvé qui accrédite la thèse qu'il soit en réalité le frère de Dumbledore, mais J.K. Rowling nous a habitués à avoir toujours quelque chose dans son sac, nous permettant en fait de découvrir un nouvel univers et voilà, de nouvelles informations qu'on n'avait pas nécessairement vu venir dans la première saga Harry Potter. Donc là-dessus, il y a vraiment un gros point d'interrogation. Maintenant, après, nous, on est assez mitigés sur le fait est-ce que effectivement il fait partie de la famille de Dumbledore ou est-ce que c'est un fake. Là-dessus, on n'a pas tellement la réponse. Les deux thèses valent aussi bien l'une que l'autre. Il y a autant d'arguments pour une thèse que pour l'autre. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu pour être fixé sur ce point-là. Mais ça devrait être l'un des enjeux, évidemment, du troisième opus. Et on pense très sincèrement avoir la réponse dans les Animaux Fantastiques 3. Et si ce n'est pas le cas, on devra encore patienter jusqu'au 4 à minima. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'était notre avis sur Aurelius Dumbledore. Dites-nous dans les commentaires et dis-nous toi aussi d'ailleurs ce que tu en penses et comment tu vois Aurelius Dumbledore, quelles sont tes théories, ça nous intéresse. Vous pouvez nous dire tout ça tous dans les commentaires, ça nous fera plaisir de découvrir ça. Alors, encore une question de Dafstit, mais vous avez été beaucoup à nous la poser dans différents termes, mais à chaque fois, ça revenait quand même sensiblement au même. C'est la question de savoir, finalement, quel est, selon nous, le personnage qui va le plus se démarquer. Alors, là-dessus, on a une très grosse envie, évidemment, c'est Queenie Goldstein. Queenie Goldstein qui est un peu la révélation des crimes de Grindelwald avec Lethal Lestrange. Mais bon, Lethal Lestrange, on en a déjà parlé dans cette vidéo, ça semble un peu compliqué. Donc, du coup, Queenie, elle va véritablement se révéler parce que c'est vrai qu'elle avait une position dans le premier volet des animaux fantastiques où on sentait voilà, que c'était une femme qui était quand même maintenue dans un rôle un peu, voilà, comme on le disait dans la vidéo, de jolie femme, voilà, mais qui n'était pas vraiment perçue à la hauteur de ses pouvoirs et de ses capacités magiques de Legilimens. Donc voilà, elle était juste là en fait pour la petite histoire d'amour avec Jacob Kowalski. Et dans les crimes de Grindelwald, elle a pris une densité absolument énorme. On voit une personne effectivement très dépressive, complètement dépassée par ses pouvoirs. On a fait toute une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver dans notre playlist sur les Animaux Fantastiques 3 où effectivement on vous explique un peu la psychologie du personnage, la manière dont elle a évolué, et pour nous c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut beaucoup se démarquer. Alors après, il n'y a pas que elle évidemment dont on attend une évolution, on attend aussi une évolution du côté de Tina Goldstein, qui pour l'instant est quand même un peu la grande absente de ces films, même si elle est présente physiquement dans beaucoup de scènes. C'est vrai que son caractère, sa manière d'être, bon, ça en fait pas un personnage ultra pertinent et ultra fort, et qu'on est un peu toujours dans l'attente de voir son personnage se développer, donc voilà. Norbert Dragono, c'est pareil, c'est un héros sympathique, il est sympa, il est époustoufle, donc on l'aime bien, mais à un moment donné, voilà, on aimerait aussi quand même qu'il prenne un petit peu plus d'ampleur. Alors est-ce que la mort de Lethal Lestrange peut un peu le transformer et le faire devenir un peu plus guerrier, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant on n'a pas d'autres questions. Donc si tu nous poses la question, dans un premier temps on va te dire Queenie Goldstein, et dans un deuxième temps on va rajouter également Théséus, puisque c'est un personnage qu'on a découvert dans les crimes de Grindelwald, mais dont l'histoire et dont la perception que nous avons pu en avoir dans ce second opus nous laisse à penser qu'il n'a pas tout à fait fini de dérouler tout son jeu et tout son tapis, et qu'il a encore beaucoup de choses à apporter à la saga des Animaux Fantastiques. C'est un personnage qui est un peu sous-coté à notre avis, et d'ailleurs on va très probablement vous faire très bientôt une vidéo sur Théséus, mais voilà, il y a encore des choses à dire autour de ce personnage qui reste un peu mystérieux, qui reste quand même suffisamment puissant et qui semble avoir l'écoute du ministère de la Magie et probablement du ministre lui-même. Donc du coup il y a peut-être des choses qui vont se passer de ce côté-là, et on est assez pressé finalement de découvrir dans les Animaux Fantastiques 3 comment toute cette bande va évoluer après les actes des crimes de Grindelwald et cette fin monumentale. Voilà, mais c'est vrai que le plus gros enjeu pour nous actuellement c'est Queenie Goldstein, parce qu'on a une très bonne idée finalement de comment Aurelius va évoluer, Aurelius sous croyance. Il y a aussi la question de Jude Law d'ailleurs qu'on pourrait aborder. Est-ce que Albus Dumbledore va montrer de plus en plus ses capacités magiques? Est-ce qu'il va être de plus en plus présent? Alors on sait qu'il a tourné des scènes dans les décors de Londres, ça on l'a su par des indiscrétions qui sont sorties dans la presse, donc on peut imaginer que cette fois-ci il monte un petit peu plus au combat au lieu de rester planqué à Poudlard. Donc voilà, là aussi sur Albus Dumbledore
c'est vrai qu'on a aussi des grosses attentes. Voilà. Mais en fait, en réalité, on a des grosses attentes, vous l'aurez compris, sur tous les personnages, parce que de toute façon, on a vraiment envie d'aller au bout de cette histoire et de découvrir vraiment ce que tous ces personnages-là ont à nous raconter. Et on espère vraiment que ça va arriver dans les prochaines semaines, assez rapidement, dès qu'on pourra découvrir le film en juillet 2022. Alors, autre question que vous nous posez, à votre avis, ce film sera-t-il correct malgré tout ce qui lui est arrivé? Cela inquiète beaucoup de fans. Alors cette question, elle est importante, elle est tout à fait normale parce qu'on a rarement connu dans les films de la franchise du Wizarding World, que ce soit Harry Potter ou les 2 premiers volets des Animaux Fantastiques, une telle succession de catastrophes qui sont arrivées pendant le tournage. Il faut se rappeler que initialement, ce film aurait dû sortir en décembre 2020 et qu'il en est maintenant aujourd'hui repoussé jusqu'au 15 juillet 2022. Et ceci s'explique notamment par la pandémie liées au Covid-19 que nous connaissons, avec les retards qui ont été pris puisque le tournage qui avait commencé le 16 mars s'est arrêté en réalité le 18 mars et n'a repris finalement qu'au 1er septembre en raison des consignes sanitaires données par le gouvernement britannique. Ensuite, il a fallu gérer le fait que Johnny Depp a dû quitter son rôle de Gellert Grindelwald et a été remplacé ensuite par Mads Mikkelsen, donc gérer un nouvel acteur qui doit s'approprier le personnage, qui doit s'approprier ses scènes, son texte, voilà, sa manière vraiment de définir ce que va être son Grindelwald. Et ensuite, alors que le tournage est quasiment terminé, il a fallu faire preuve encore de patience puisque pour la 2e fois consécutive, le Covid-19 est venu retarder le tournage des Animaux Fantastiques 3 à cause d'un cas qui a été détecté sur le tournage de Batman qui se situe, comme on le disait, au même endroit, donc au studio de Leavesden. Alors nous là-dessus, on comprend qu'il puisse y avoir des inquiétudes et en même temps, malheureusement, c'est une situation qui aujourd'hui est très très commune pour de nombreux films et de très nombreux blockbusters comme Avatar, par exemple, qui a été retardé, Matrix 4 ou encore d'autres films, notamment les films liés à l'univers Marvel et au MCU. Donc c'est quelque chose finalement, aujourd'hui, le retard de production qui est un peu rentré dans la norme à cause du Covid-19 et que par conséquent, finalement, il n'y a pas tant d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut faire confiance aux équipes, aux réalisateurs et à J.K. Rowling pour faire de ce 3e film une véritable réussite. Après tout, ce sont des grands connaisseurs du milieu cinématographique. Ils ont déjà réussi à porter sur leurs épaules la saga Harry Potter, qui était l'une des sagas les plus importantes finalement de l'histoire cinématographique récente, et on s'en rend évidemment bien compte aujourd'hui au travers de la popularité de ces films. Ils ont réussi à apporter les 2 premiers Animaux Fantastiques sans trop de difficultés, malgré les différentes polémiques, en l'occurrence visant Johnny Depp et Ezra Miller. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci ils se plantent. Tout a été fait évidemment pour nous faire rêver, pour nous emmener dans le monde magique une fois de plus, et malgré le fait que voilà, il y ait des changements d'acteurs, qu'il y ait eu des retards dans le tournage, qu'on ait dû attendre donc au final 4 ans pour avoir ce film, et quelque part il faut pas s'en inquiéter davantage pour la simple et bonne raison que la Warner sait ce qu'elle fait quand elle traite de sa franchise phare qui est celle du Wizarding World, et que donc à partir de ce moment-là, il y a peu de probabilité que le film soit mauvais. Mads Mikkelsen qui remplace Grindelwald, comme on le disait, est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait parfaitement interpréter des personnages qui sont parfois un peu complexes et en tout cas assez torturés. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'il y ait un très gros plantage là-dessus. Et malgré les divers retards, etc., cela ne vient pas affecter le processus créatif qu'il y a autour de la saga, avec notamment tout le côté artistique et tout le côté technologique, les effets spéciaux, etc. Sachant qu'en plus, si on veut se rassurer et même se faire plaisir, on sait que pendant le confinement, les équipes qui sont en charge des effets spéciaux de la saga ont beaucoup travaillé sur la manière dont ils allaient travailler le rendu pour ce 3e film. Donc on risque vraiment d'avoir un film tout à fait spectaculaire avec de nombreuses batailles. Ça nous avait été confirmé par Dan Fogler, qui est l'interprète de Jacob Kowalski. Donc on risque d'assister véritablement à quelque chose de très intéressant, puisque les technologies en matière d'effets spéciaux n'ont cessé d'évoluer ces dernières années. Et c'est vrai qu'entre les crimes de Grindelwald, qui datent maintenant de 2018, et les Animaux Fantastiques 3, qui est prévu donc toujours pour le 15 juillet 2022, il y aura eu quand même un cap là aussi technologique qui aura été franchi. On aura certainement de très très bonnes surprises. Donc voilà, l'inquiétude, elle est légitime, mais ce qu'il faut, c'est faire confiance à J.K. Rowling et aux équipes de la Warner pour faire de la sortie des Animaux Fantastiques 3 une superbe réussite.
Et alors enfin, dernière question qu'on a sélectionnée pour cette FAQ thématique, pour pas faire une vidéo trop longue, que pensez-vous des nouveaux acteurs qui arrivent pour le 3e film ? Alors là-dessus, on va vous parler en fait des 4 acteurs qui vont véritablement arriver pour la première fois sur les Animaux Fantastiques 3. Alors il y a une actrice qu'on a déjà vue dans un tout petit caméo à la fin des Crimes de Grindelwald, mais ça durait vraiment 3 secondes. Et ensuite, il y a évidemment Mads Mikkelsen qui remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald, mais qu'on connaissait déjà, en tout cas pour la partie exercée par Johnny Depp. Et enfin, les 2 personnages qui ont pour le moment été annoncés. Alors, la première dont on va vous parler finalement, c'est Jessica Williams qui joue en fait le professeur Eulalie Hicks dans Les Crimes de Grindelwald et qu'on voit apparaître en fait dans l'espèce de grimoire magique qu'utilise Nicolas Flamel pour prévenir de ce qui va se passer au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des Lestrange. Donc là-dessus, on sait qu'elle est professeure à Ilvermorny. On n'en sait pas tellement plus pour le moment, mais il est tout à fait probable qu'effectivement on soit en capacité de l'avoir débarqué dans quelques temps dans un rôle plus fort et qu'on la voit un petit peu plus à l'écran. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire un tour à Ilvermorny, mais il est tout à fait possible qu'elle gagne l'Europe puisqu'elle semble faire partie de ce qu'on pourrait peut-être dire et voir comme étant un ordre du Phénix 0.5. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse de l'ampleur du rôle qu'elle va occuper dans les Animaux Fantastiques 3, mais en tout cas, elle a un rôle suffisamment important pour avoir été annoncée au casting par la Warner Bros. Donc, deuxième personne dont on va vous parler, c'est évidemment Mads Mikkelsen, mais on vous a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, donc vous pouvez vous y référer pour avoir un peu notre avis sur le personnage. Nous, vraiment, on est très intéressés de le voir jouer, on est très intéressés de le découvrir, la manière dont il va interpréter Johnny Depp. Mads Mikkelsen est un très grand acteur qui a déjà tourné dans des films à très gros budget, dans des franchises à succès, comme ce fut le cas par exemple pour James Bond. Donc, de manière assez claire, très sincèrement, même si on est très triste, encore une fois, du départ de Johnny Depp, nous, on laisse le temps à Mads Mikkelsen de faire ses preuves, d'inventer le personnage de Johnny Depp qu'il a envie d'imaginer. On sait qu'il en est tout à fait capable et que probablement l'interprétation qu'il va nous proposer sera certes très différente de ce qu'on a pu connaître avec Johnny Depp, mais ce sera néanmoins une très belle interprétation et ça on en est vraiment persuadé. C'est un acteur talentueux et à qui on a vraiment envie de donner toute sa chance et qui réussira probablement à définir un autre Grindelwald. Et ça, peut-être qu'on y gagnera au change, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, on veut pas tomber non plus dans la nostalgie de Johnny Depp parce que ce serait pas respecter le travail que fait Mads Mikkelsen sur le sujet. Donc là pour l'instant il va falloir attendre un petit peu encore. Troisième acteur dont la présence a été annoncée, et pour le coup c'est un acteur allemand, donc ça va avec évidemment l'idée qu'on puisse partir à Berlin dans ce cadre-là, et c'est Olivier Masucci qui jouera le chef de la Confédération internationale des sorciers. Alors c'est un acteur qui est pas très très connu en France, qu'on n'a pas beaucoup vu, et il a même une filmographie qui tient à peu près sur 10-15 films et qui sont quasiment tous des films allemands, donc c'est pas quelque chose, c'est pas un acteur qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Il a même beaucoup tourné à la télévision, encore d'ailleurs très, très récemment. Par contre, il a tourné dans un film que vous avez certainement vu, ou en tout cas que vous pouvez trouver sur la plateforme de streaming Netflix, qui s'appelle Il est de retour, et qui imagine en fait le retour en 2015 d'Adolf Hitler en Allemagne. C'est un film qui est assez humoristique et qui en même temps dit quand même beaucoup de choses très pertinentes sur la manière dont les Allemands conçoivent cette période et finalement de tout le risque qu'il y a avec les populismes, etc. Enfin, le film est vraiment très très bien fait. C'est tiré d'un très bon livre d'ailleurs qui était paru quelques années avant en Allemagne et qui a été un best-seller international. Alors lui, on sait d'ores et déjà qu'il aura comme rôle en fait le chef de la Confédération internationale des sorciers. Donc ça, là-dessus, on est en attente de voir un petit peu quel va être son rôle. Est-ce que ça va être un rôle récurrent? Est-ce qu'il va jouer une part dans la bataille contre Grindelwald, ou est-ce qu'au contraire il va être un allié de Grindelwald? Ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et on aura probablement les informations dans quelques semaines ou dans quelques mois sur la manière dont ce rôle sera récurrent ou pas. Et enfin, dernier acteur à rejoindre véritablement la saga des Animaux Fantastiques 3 telle qu'elle est
pour le moment annoncé par la Warner dans le dernier communiqué qu'ils ont fait paraître au mois de janvier, c'est l'acteur Richard Coyle. Alors Richard Coyle, on ne sait pas quel rôle il va occuper. C'est voilà, un acteur qui est assez connu, il est britannique, il a déjà tourné dans beaucoup de films, et notamment des films à très gros budget comme Prince of Persia ou comme Pusher ou encore Dark World. C'est plutôt voilà, un acteur qui est habitué au rôle quand même généralement de méchant. Récemment, vous avez certainement pu le voir si vous regardez Netflix dans la série des nouvelles aventures de Sabrina. Donc là, pour le moment, on ne sait pas encore quel rôle il va jouer, mais voilà, généralement, il est plutôt sur des rôles de méchant. Donc on peut imaginer que ce soit un des sbires de Grindelwald qui fasse son apparition. On verra évidemment si ça est confirmé dans les prochains temps, quand on aura pu voir le film ou la bande-annonce, on aura peut-être une meilleure idée. Alors, cette liste du casting, évidemment, il n'y a pas tous les acteurs. Il y aura d'autres acteurs qui seront annoncés dans les mois qui viennent. C'est pas la fin de l'aventure, et peut-être même que là, on pourra découvrir effectivement Zoé Kravitz ou d'autres qui viendront reprendre leur rôle. Pour l'instant, on n'a pas encore finalement beaucoup d'informations sur ce côté-là, mais encore une fois, la Warner est très habituée à faire ce genre de choses. Donc, du coup, rien de très choquant là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ces 4 nouveaux acteurs nous semblent être des bons choix par rapport à ce qu'on a pu voir de leur passé au cinéma ou à la télévision. Donc on va leur donner la chance, comme on le fait d'ailleurs pour tout acteur qu'on découvre dans une nouvelle saga. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle FAQ. On espère vraiment avoir répondu au maximum de questions pour pas en plus faire une vidéo trop longue. On espère vous avoir donné des informations qui vous permettront de vous projeter un peu plus dans cette immense attente que nous avons pour Les Animaux Fantastiques 3 et donc sa sortie au 15 juillet 2022. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions dans les commentaires. On va y répondre évidemment dès qu'on les reçoit, et on pourra continuer le débat tous ensemble. Et dites-nous surtout voilà, dans les commentaires ce que vous pensez. Répondez également aux questions que d'autres internautes nous ont posées, parce que c'est vrai que c'est comme ça que l'échange se crée, et c'est vraiment ce qu'on a envie d'instituer sur cette chaîne dans nos FAQ thématiques. Et donc on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle FAQ thématique qui cette fois-ci sera probablement sur les collections, puisque c'était arrivé vraiment à égalité avec le thème des Animaux Fantastiques 3. Donc du coup on va vraiment parler des collections et la manière dont on peut construire tout ça, sauf si on a un sujet qui d'ici là explose, mais a priori on serait plutôt sur cette logique-là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous nous rejoignez, bienvenue, et voilà, activez la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos publications qui sont généralement le mercredi et le samedi à 11h. Et évidemment on se retrouve dès mercredi pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.